L'air était lourd, comme chargé d'un secret que personne n'osait révéler. Je me souviens encore de ce jour comme si la terre elle-même avait voulu me rappeler qu'elle était vivante. Là-bas, derrière le vieux saule, le sol avait pulsé. Pas comme une vibration ordinaire, mais comme la respiration d'un être enfoui. La mousse s'était soulevée et j'avais vu apparaître ce qui ressemblait à une plaie béante, gris rosé, veinée, luisante comme de la chair à vif. J'étais un enfant, à peine 7 ans, courant après un lapin dans l'herbe humide. Ce n'était même pas le mien, ce lapin, ou alors ma mémoire a choisi d'effacer ce détail. Tout ce que je sais, c'est que la bête a glissé sur la mousse détrempée. Et là, dans un bruit humide, un déchirement écœurant, elle a disparu. Avalée. La mousse s'est rabattue comme des lèvres se refermant sur un secret interdit. Moi, j'ai hurlé, et j'ai fui vers la maison en courant, le cœur battant à m'en exploser la poitrine. Pendant des années, ce souvenir m'a hanté. Des cauchemars si réels que je me réveillais chaque nuit, trempé de sueur, persuadé que ce sol respirant n'était pas le fruit de mon imagination. Les années ont passé. Et un jour, alors que j'étais assis dans une salle de serveur, le regard perdu dans la réflexion froide des néons qui clignotaient sur ma tasse de café, le téléphone a sonné. C'était Ruth, ma voisine d'autrefois, celle qui vivait à un demi-mile de notre ferme. Elle avait été plus qu'une simple voisine, une présence bienveillante. Quand ma mère est morte, c'est elle qui apportait des plats chauds. Quand mon père devenait trop violent, c'est elle qui me couvrait de son regard protecteur. Mais depuis des années, j'ignorais ses appels, comme j'avais ignoré mon père. La dernière fois que j'avais décroché, il m'avait hurlé dessus, me reprochant de l'avoir abandonné avec un tracteur cassé et personne pour le réparer. Je l'avais bloqué. J'avais même fini par éviter Ruth, parce que je n'avais plus la force de répondre, plus la force de prétendre que tout allait bien. Mes dettes s'accumulaient, mon loyer augmentait et j'étais épuisé de devoir me battre pour survivre. Je n'avais jamais regretté d'avoir quitté la ferme. Là-bas, chaque matin avant l'école, mon père me tirait du lit avant l'aube pour me faire porter des sacs de grains presque plus gros que moi. Et si je laissais tomber, si je renversais une poignée, il me frappait d'un revers sec derrière la tête. « Inutile », disait-il. Voilà ce que j'étais pour lui, un fils inutile. À l'école, l'odeur de bétail collait à ma peau, et les autres enfants m'appelaient « le garçon cochon ». Il me repoussait dans les couloirs, il riait, il frappait. Quand j'en parlais à mon père, il haussait les épaules. Peut-être que si t'étais pas aussi mou, comme ta mère, ça n'arriverait pas. Un jour, j'ai osé lui demander pourquoi il ne venait jamais à mes représentations scolaires. Il m'avait regardé droit dans les yeux avant de lancer froidement « Et pourquoi faire ?» Puis il était parti, comme si ma question n'avait jamais existé. J'étais qu'un charge, un poids. À 12 ans, j'ai renversé un seau de nourriture pour cochon dans la grange. Sa colère a explosé. Il m'a attrapé par le col, m'a traîné dehors et m'a plaqué contre le silo à grains avec une telle force que des étoiles ont dansé devant mes yeux. Il m'a laissé là, transi, le dos glacé par le givre, jusqu'à que Ruth me découvre. C'est à partir de ce moment que j'ai compris. Si je voulais survivre, il faudrait fuir. J'ai commencé à mettre de côté chaque centime, des petits boulots par-ci, par-là, couper du bois pour Monsieur Keane, nettoyer les poulaillers de Ruth. Mais l'argent ne suffisait jamais. Alors, le jour où j'ai eu l'âge, j'ai pris un crédit, fourré mes vêtements dans un sac poubelle, et je suis parti, première chevette pour la ville. J'ai trouvé un boulot de manutentionnaire dans un supermarché. Puis, par hasard, j'ai découvert que je n'étais pas mauvais avec les machines. Quand une caisse tombait en panne, je savais la redémarrer. Quand un scanner bloquait, je trouvais le moyen de le réparer. Ça m'a donné une valeur que je n'avais jamais connue. Pour la première fois, je me suis dit, peut-être que mon père avait tort. Peut-être que je n'étais pas inutile finalement. Puis Ruth a laissé un message. Sa voix tremblait, serrée, presque étranglée par les larmes. Elle disait que mon père était malade, trop malade pour s'occuper du bétail, trop faible pour réparer les flancs chauds. Elle ne m'a pas demandé explicitement de revenir. Elle savait que je n'avais aucune raison de le faire. Mais elle ajoutait qu'il n'y avait plus personne assez proche de lui pour l'aider. Personne. Sauf moi. J'ai écouté son message plusieurs fois, et chaque fois, une boule montait dans ma poitrine. J'étais un homme désormais, plus fort, plus solide,
Mais rien que d'entendre son nom, j'avais l'impression de redevenir ce gamin impuissant, tremblant sous ses cris. Et puis une voix, douce et lointaine, est revenue de ma mémoire, celle de ma mère. Un matin, j'avais à peine 8 ans, elle m'avait pris à part dans la cuisine, après que mon père m'ait encore traité d'inutile. Elle avait posé ses mains encore parfumées de savon sur mes joues, et elle m'avait dit « Ton père est épuisé, mon amour. Ça ne l'excuse pas, mais parfois, on aide même ceux qui ne le méritent pas. C'est ce qui nous rend meilleurs qu'eux. » Ces mots, je les avais oubliés. Mais en repensant à elle, en repensant à son sourire, je n'ai pas pu les chasser. Alors, j'ai pris une décision. J'ai chargé quelques affaires dans ma vieille voiture d'occasion, attrapé un thermos de café soluble, et je me suis mis en route vers la ferme que je m'étais juré de ne plus jamais revoir. La route se rétrécissait à mesure que je m'approchais. Les haies s'étaient épaissies, griffant la carrosserie. Le panneau d'entrée du village penchait, rouillé, comme prêt à s'effondrer. Les boutiques, jadis animées, avaient baissé leurs rideaux jaunis. Le silo était mangé par la rouille, les planches du vieux corps de ferme battaient au vent. Tout semblait plus petit, plus délabré, comme si mes souvenirs avaient exagéré la grandeur des lieux pour mieux m'écraser aujourd'hui. Quand je suis arrivé, il était assis sur le porche, le vieil homme, mon père, les mains crispées entre une flasque cabossée. Il m'a regardé descendre de la voiture, le visage creusé par les rides, les yeux teints. Sa voix s'est élevée, plus rauque que d'habitude, plus faible aussi. « Qu'est-ce que tu fous là ?» Il m'a dévisagé, scrutant mes jeans, mes baskets, les plis froissés de ma chemise. Un rictus de mépris a traversé ses lèvres, mais j'ai aussi vu ses épaules affaissées, sa peau grise, ses mains tremblantes. Cet homme qui m'avait jadis soulevé d'une main quand il voulait me corriger ressemblait désormais à une carcasse prête à céder au premier souffle du vent. Et pourtant, quand je l'ai aidé à porter mes sacs, quand j'ai vu ses doigts trembler au point de faillir lâcher la poignée, la compassion m'a traversé une fraction de seconde. Une fraction seulement. Car aussitôt le souvenir de ses coups, de ses humiliations, a balayé toute pitié. Je me suis dit, voilà, le monstre est vieilli. Mais est-ce que ça le rend moins coupable ? Les jours suivants se sont écoulés dans une lenteur étouffante. Les matins arrivaient glacés, l'humidité s'infiltrant à travers les vitres fissurées et les murs minces de la maison. Le froid me mordait les os avant même que je n'ai mis un pied dehors. Et pourtant, malgré le malaise, malgré la rancune qui brûlait encore au fond de ma poitrine, je me surpris à suivre ses pas. La première matinée, je l'ai trouvé assis à la table de la cuisine, les épaules voûtées en dessus de sa tasse. Ses doigts, gonflés et tordus par l'âge, peinaient à refermer un simple bouton de chemise. Sans un mot, j'ai tendu la main et bouclé pour lui le dernier bouton. Il a grogné comme pour masquer un embarras, puis lâché, d'un ton bourru. « Les gars de la ville ont peut-être les mains trop douces, mais au moins elles sont rapides. » Je n'ai rien répondu, mais dans son ton il y avait une nuance, presque une reconnaissance maladroite. Les jours suivants, nous avons travaillé ensemble le long des clôtures branlantes. Son corps usé me guidait encore. Il me montrait comment caler le pied de biche sous un poteau pour l'arracher sans le fendre. Ses mains ridées posaient sur les miennes pour m'enseigner la précision. L'espace d'un instant, j'ai eu la sensation d'être à nouveau ce garçon qui, jadis, aurait voulu voir dans son père un modèle. Mais ce sentiment s'est brisé aussi vite qu'il était apparu. Pourquoi avait-il été si cruel autrefois ? Était-ce vraiment le poids des dettes, la mort de ma mère, les récoltes pourries, ou bien n'était-il qu'un homme violent par nature, adouci seulement par la décrépitude ? Et pourtant, quand le vieux tracteur a craché un coup sec en explosant une détonation, il a sursauté de frayeur avant d'éclater d'un rire chaud, presque joyeux. Un rire que je n'avais pas entendu depuis des décennies. J'ai ri aussi, et l'espace d'une seconde, j'ai cru revoir non pas le bourreau de mon enfance, mais simplement un père. Ce soir-là, alors que le soleil mourait derrière les toits, il allongeait les nouveaux piquets que j'avais enfoncés, donnant de petits coups de pied pour tester leur solidité. Puis,
presque gêné, il a soufflé « Pas mal. Je pensais pas que t'arriverais à les aligner correctement. » 3 mots. 3 pauvres mots. Mais ils m'ont frappé comme une gifle. Je les ai sentis descendre dans ma poitrine, lourds, brûlants, presque doux. Un mélange amer de fierté et de douleur. Les jours se sont enchaînés. Mes mains se sont couvertes d'ampoules, ma peau s'est ouverte, puis durcie, mon dos me lançait au réveil, mes bras brûlaient à force de manier les outils. Mais malgré la souffrance, je continuais, parce qu'à chaque regard, à chaque silence partagé, je sentais que ses yeux me voyaient enfin autrement. Peut-être plus comme un garçon qui avait fui, mais comme un homme. Et puis, il y avait cette ombre, car les cauchemars étaient revenus. Chaque nuit, j'étais replongé dans l'herbe humide de mon enfance. Le sol ondulait, respirait, s'ouvrait sous mes pas. La chair grise et rosée apparaissait, veineuse, palpitant comme un cœur à vif. Et toujours j'entendais ce cri, le lapin qui glissait, hurlait, puis s'éteignait dans un bruit de succion écœurant. Je me réveillais le souffle coupé, trempé de sueur, le cœur tambourinant comme s'il voulait briser ma cage thoracique. La chambre pourtant familière me paraissait étrangère, saturée d'odeurs de poussière, de foin sec et de vernis ancien, comme si chaque fissure du bois me rappelait que je n'étais pas revenu dans une maison, mais dans un tombeau. C'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Tous les 2 ou 3 jours, mon père sortait en silence, une corde autour du cou d'une chèvre. Il traversait le champ, se dirigeant vers les marécages, là où le sol devient spongieux, et il revenait seul, toujours seul. La première fois que j'ai osé lui demander où il allait, il m'a aboyé dessus. « C'est pas tes affaires !» Puis, voyant mon regard, il a soupiré et ajouté d'une voix fatiguée « Juste du travail de ferme. Tu comprendrais pas. Laisse ton vieux s'occuper de la terre. » Ses yeux avaient brillé un instant, étrangement, comme si un secret brûlait derrière. J'aurais dû insister, j'aurais dû creuser, mais une part de moi savait, ou plutôt redoutait de savoir, parce qu'au fond de moi, la question n'était plus « et si mes cauchemars n'étaient pas des cauchemars », mais bien « et si ce que j'avais vu enfant était vrai ?» Un matin, il partit encore avec une chèvre, mais ses mains tremblaient tant qu'il faillit lâcher la corde. Sa peau était grise, ses lèvres craquelaient, la sueur perlait sur son front malgré l'air froid. J'étais près du tracteur, en train de resserrer des boulons, et je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire « Attends, laisse-moi y aller cette fois. » Il s'est figé, ses épaules secouées par un frisson. Il a accroché ses yeux à moi, ternes et humides. Puis il a secoué la tête. « Non, toi, va réparer la barrière du sud. Ça, c'est mon affaire. » Il a tenté de se redresser, mais son corps l'a trahi. Sa poignée sur la corde s'est faite blanche, presque désespérée. J'ai cru qu'il allait s'effondrer sur place. Pourtant, il a continué à marcher, traînant la bête derrière lui. Je l'ai laissé partir. Mais lorsque j'ai fini de graisser la barrière, qui n'était même pas abîmée, j'ai aperçu, à la lisière du champ, la chèvre, qui errait librement, la corde pendant encore autour de son cou. Mon sang ne glaçait. Je me suis mis à courir. Le sol devenait de plus en plus spongieux sous mes pas. La mousse s'écrasait comme une chair humide, et chaque foulée aspirait mes bottes dans un bruit de succion. Le vent s'était tu, comme si toute la nature retenait son souffle. C'est alors que je l'ai vu. Mon père gisait à moitié dans la boue, sa chemise trempée et froissée, tirée hors de son pantalon. Sa poitrine se soulevait à peine, saccadée, ses yeux mi-clos roulant sous ses paupières. En me penchant, je l'ai trouvé si léger que j'ai eu l'impression de soulever un sac de plumes. Son souffle râlait contre mon cou, tiède et fragile, tandis que je le ramenais vers la maison. Je l'ai déposé dans le vieux fauteuil marron.
celui dont la mousse sortait par les accoudoirs éventrés. J'ai humidifié un chiffon et l'ai posé sur son front brûlant. 20 minutes ont passé avant que son regard ne retrouve un semblant de clarté. Sa main glacée a cherché la mienne, ses doigts osseux se refermant faiblement sur mon poignet. Sa voix, quand elle est sortie, ressemblait au frottement de cailloux secs. « Mon temps est presque fini, gamin. » J'ai voulu répondre, mais il a fermé les yeux et poursuivi, haletant. « Il faut que tu saches. Il faut que tu connaisses la vérité sur la terre. » Il a avalé difficilement sa salive, comme si chaque mot lui coûtait une part de vie. « Quand t'étais petit, avant ta mère, les récoltes ont commencé à pourrir. Les champs se vidaient. Même les poules avaient arrêté de pondre. On n'avait plus rien. Je priais, je brûlais d'engrais, j'ai tout essayé. Rien. » Ses yeux se sont fermés, ses lèvres tremblaient. Il semblait parler autant à lui-même qu'à moi. Puis un jour, t'es rentré en hurlant à propos d'un lapin. Tu disais que la terre l'avait avalé. J'ai cru que tu inventais. Mais le soir, je suis allé voir, là-bas, derrière le saule. Il s'est arrêté, ses doigts se crispant autour de mon poignet comme pour s'assurer que je l'écoutais. J'ai vu la mousse se replier, la chair battre dessous, comme un cœur géant. Et puis le lendemain, les petits pois poussaient déjà gros comme des poings. J'ai compris. La terre avait faim. Mon estomac s'est retourné. Je savais déjà au fond, mais l'entendre, c'était autre chose. Il a inspiré un souffle saccadé. La semaine suivante, les feuilles ont jauni à nouveau. Alors j'ai pris un vieux bouc. Je l'ai égorgé et j'ai jeté son corps dans le trou. Le lendemain, le blé était haut, l'orge dorée, la terre ressuscitée. Ses lèvres tremblaient, ses yeux vitreux fixaient un point invisible au plafond. C'est comme ça que ça marche. Ça a toujours marché comme ça. Puis ses yeux se sont fixés sur moi avec une intensité glaçante. Maintenant, c'est à toi. Tu dois continuer. Un silence s'est abattu. Terrible, absolu. Je tremblais. Tout en moi hurlait que ce n'était pas possible, que c'était le délire d'un vieillard. Mais je savais. Oh oui, je savais. Ce trou, je l'avais vu, cette chair vivante, je l'avais touchée de mes propres yeux d'enfant. Et dans ce fauteuil, le vieillard qui m'avait brisé toute mon enfance m'offrait un héritage pire encore que ses coups, un fardeau de sang. Je suis sorti, incapable de respirer dans cette pièce qui puait la sueur, la maladie et la confession. La nuit tombait froide et muette, les champs s'étendaient devant moi, calmes, mais sous la terre, je sentais presque les pulsations comme un cœur battant dans les entrailles du monde. C'est à ce moment précis que j'ai compris que je n'étais pas simplement revenu chez moi. J'étais revenu au cauchemar. La nuit suivante, je n'ai presque pas fermé l'œil. Les mots de mon père résonnaient dans ma tête comme une malédiction. C'est à toi maintenant, tu dois continuer. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le lapin disparaître, son cri se brisant net dans le silence étouffant du marécage. Chaque fois, je me réveillais la bouche sèche, le cœur battant comme s'il voulait éclater ma cage thoracique. Au petit matin, il n'était pas sorti de son lit. Il n'en sortait presque plus de toute façon. Sa respiration devenait sifflante, son corps s'affaissait davantage chaque jour dans le vieux fauteuil. Mais ses yeux restaient vifs, fixés sur moi, comme s'ils attendaient que je prenne le relais. Et ce jour-là, je l'ai fait. La corde râpait ma paume, tandis que la chèvre résistait, tirant sur ses pattes maigres. Ses bêlements résonnaient dans l'air froid, presque suppliants. Plus j'avançais, plus mes jambes tremblaient. Le marais s'étendait devant moi, sombre, moite, respirant presque. Je pouvais sentir l'odeur avant même d'y être, une puanteur épaisse, lourde, mélange de sang séché et de chair pourrie. Quand je suis arrivé au bord, mon estomac s'est retourné. Ce n'était plus la couleur gris-rosé que j'avais vue enfant. Non, c'était plus sombre, strié de veines rouges et brunes. Les replis de chair palpitaient comme les entrailles d'une bête et de grosses larmes jaunâtres s'écoulaient de ces fissures, s'infiltrant dans la boue. Le centre s'ouvrait et se refermait lentement, comme un gosier en attente. La chèvre s'est mise à reculer, ses sabots glissant dans la mousse détrempée, ses cris m'ont traversé comme des aiguilles.
Je n'ai pas eu la force de trancher sa gorge comme mon père l'aurait fait. Mes mains tremblaient trop. Alors, dans un geste brusque, j'ai retiré la corde de son cou, l'ai attrapée par les pattes arrière et je l'ai soulevée de toutes mes forces. Elle a hurlé. Un cri déchirant, presque humain. Je l'ai projetée en avant. Son corps a frappé le rebord spongimeux de la chair et immédiatement, le sol tout entier a convulsé. Des vagues de plis se sont propagées comme un frisson monstrueux. Dans un bruit humide, un seul spasme suffisant, la chèvre a été engloutie, disparue, avalée. Il ne restait plus rien. Rien si ce n'est le silence et l'odeur. Cette odeur écœurante de sang et de bile qui m'a fait plier en deux pour vomir dans la mousse. Je suis resté là longtemps, incapable de détourner mes yeux du sol redevenu immobile. Si je n'avais pas vu, si je n'avais pas entendu, peut-être que j'aurais pu douter. Mais non, la vérité était nue, impitoyable. La terre vivait et elle avait faim. Quand je suis rentré à la ferme, mon père m'attendait sur le porche. Son visage blême, creusé, s'est détendu en me voyant. Ses lèvres sèches ont esquissé un sourire que je ne lui connaissais pas. « Tu l'as fait !» Ce furent ses seuls mots, mais dans ses yeux, il y avait autre chose, pas seulement de la reconnaissance, une fierté perverse, comme s'il m'avait enfin façonné à son image. Le lendemain, j'ai vu la différence. Les pousses de blé s'étaient redressées d'un vert plus profond, plus vibrant. Le trèfle s'étendait épais et souple sous les sabots des veaux, qui eux-mêmes semblaient plus forts, plus vifs. Le sol lui-même respirait la vitalité. Je ne pouvais pas nier l'évidence. La terre avait repris vie, parce que moi, je l'avais nourrie. Dès lors, la routine s'est installée. Je prenais les bêtes les plus faibles, les poules qui ne pondaient plus, les agneaux incapables de tenir debout. J'essayais de me convaincre que c'était logique, que c'était un mal nécessaire. Mais chaque fois que je tirais une corde, chaque fois que je voyais ses yeux noirs fixés sur moi avant d'être englouti, une part de mon âme s'effritait. Le soir, en me lavant les mains dans le vieux bassin ébranlé, je fixais mon reflet. Mes bras s'étaient endurcis, mes épaules élargies par le travail, mais ce que je voyais surtout, c'était ce regard qui changeait, plus sombre, plus croix. Et derrière moi, dans son fauteuil, mon père me regardait. Son corps s'éteignait, mais son regard, lui, brillait encore. Parfois, il souriait en me voyant rentrer du marais. Parfois, il me racontait des souvenirs de quand j'étais petit, comme s'il voulait recoller des morceaux d'une vie qu'il avait lui-même brisée. Il m'offrait enfin cette attention que j'avais tant désirée. Mais à quel prix ? Une nuit, alors que je tirais encore une carcasse vers le marais, mon pied a glissé sur la mousse détrempée. Je suis tombé lourdement, les mains plaquées contre le rebord spongieux. Et là, entre deux replis gluants, j'ai aperçu un éclat. Un morceau de tissu, rouge. J'ai tiré, le cœur battant, mes doigts tremblants glissant sur la matière poisseuse. Quand j'ai essuyé la saleté, j'ai reconnu un ruban. Le ruban que ma mère portait dans ses cheveux, le dernier matin où je l'avais vu. Le sol a semblé respirer plus fort sous mes genoux, mais je n'entendais plus rien, sauf le souvenir de son rire, tordu et déformé par le bruit de succion du marais. Et là, j'ai su. Ma mère n'était jamais tombée par accident du grenier. Il l'avait poussée. J'ai couru comme un possédé. Le ruban serré dans ma main moite, je me suis précipité vers la maison, le souffle brûlant dans ma gorge. La rage et la terreur se mélangeaient, au point que mes jambes tremblaient plus de colère que d'effort. La porte a claqué contre le mur, résonnant dans toute la pièce. Mon père était là, assis dans son vieux fauteuil, l'air absent, les yeux fixés sur la télévision qui crachotait des images floues. Quand il a levé la tête vers moi, j'ai vu l'ombre d'un homme brisé, vieilli, presque inoffensif. Mais dans mes mains, je tenais la preuve de son crime. Je lui ai brandi le ruban sous les yeux, ma voix étranglée par la fureur. « Je sais ce que tu as fait. Tu l'as tué. Tu as tué maman !» Ses yeux se sont posés sur le morceau de tissu, puis sont remontés vers moi. Ils n'ont pas brillé de surprise, pas même de peur, seulement d'une lassitude glaciale. Il a laissé échapper un soupir rauque, un râle presque, avant de murmurer « On était à bout ».
Je l'ai fixé, incrédule. « À bout ? Tu l'as poussé et tu veux me faire croire que c'était une nécessité ?» Son regard s'est embué, ses lèvres tremblaient, sa voix a failli se briser, mais il a continué. On n'avait plus rien. Les bêtes crevaient, les récoltes pourrissaient, la banque nous étranglait. Elle refusait de comprendre. Elle voulait vendre, partir. Elle menaçait même d'appeler la police si je continuais à nourrir la terre. Elle disait que j'étais fou. Ses yeux se sont plissés, un éclat d'obsession y passant comme un éclair. Mais moi, je savais. Cette terre, c'est notre sang, notre héritage. On l'a dans les veines depuis des générations. Je ne pouvais pas la laisser mourir. Ma gorge s'est serrée au point de m'étouffer. « Alors tu l'as poussé ?» Il a fermé les yeux. Des larmes sales ont coulé sur ses joues creusées. Elle criait. Elle voulait m'empêcher. Je ne l'ai pas prémédité. Je l'ai poussée. Elle a chuté. Quand j'ai entendu son cou craquer sur le vieux bac, j'ai cru que Dieu me punissait. Mais je l'ai traînée jusqu'au marais. J'ai offert son corps à la terre. Un silence glaçant s'est abattu. Je le fixais, mon cœur hurlant dans ma poitrine. Puis il a ajouté, d'une voix tremblante, « Et le lendemain, les champs étaient verts, plus verts que jamais. La terre avait accepté son offrande. » Ces mots ont brisé quelque chose en moi. Je n'étais plus un fils. J'étais un enfant qui venait d'apprendre que tout son monde avait été bâti sur un mensonge, sur un meurtre. Toute mon enfance, mes cauchemars, mes blessures, tout venait de ce moment, de cet acte, de cet homme. Je l'ai attrapé par le poignet. Sa peau était fine, froide. Sa chair pendait sur des os fragiles, mais dans mes esprits, il était encore ce géant qui me frappait, qui me crachait à la figure, qui m'appelait inutile. J'ai serré plus fort, le soulevant presque de force. « Tu l'as tué, et tu veux que je continue, que je sacrifie comme toi ?» Il se débattit faiblement. Ses jambes flageolantes ne le portaient plus. Sa voix est sortie en haletement brisée. « Non, pas comme ça, pas moi !» Mais il n'avait plus de pouvoir, plus d'autorité. Il n'était qu'une carcasse usée. Et moi, j'étais celui qui décidait désormais. Je l'ai traîné hors de la maison, ses talons raclant les marches du porche, sa respiration se brisant dans la nuit glaciale. La terre humide s'ouvrait devant nous, comme si elle savait, comme si elle attendait. Le marais s'est dévoilé, sombre, pulsant, béant. Sa putanterie s'est engouffrée dans mes poumons, mais je n'ai pas reculé. J'ai planté mes yeux dans ses yeux. Ses pupilles brillaient de larmes et de terreur. « Pitié !» a-t-il murmuré, les lèvres tremblantes. « Tu te souviens, toi, de ce qu'elle a dit ? Est-ce qu'elle a eu droit à ta pitié quand tu l'as poussée ?» Il a chouetté la tête, pitoyable, effondré. « Non. » Un silence. Puis d'un geste sec, j'ai poussé. Son corps fragile a vacillé, basculé, puis il a heurté la chair vivante du marais. Pendant une seconde, il est resté accroché au rebord, ses doigts se grattant inutilement les replis gluants, puis dans un bruit de succion ignoble, il a été englouti. Le sol a frémi, vibré, avant de se refermer sur lui. Le silence a repris sa place, lourd, oppressant. J'étais seul avec la terre. Et à ce moment-là, une vérité atroce s'est imposée. J'étais devenu exactement ce que j'avais toujours craint, plus semblable à lui que je ne le l'avais jamais été. Le silence du marais m'enveloppait, poisseux, suffocant. Je restais là, debout, les bras ballants, le souffle court, incapable de détourner le regard du sol qui venait d'avaler mon père comme on avale une bouchée de viande. Tout avait été si rapide, si définitif. Et pourtant, dans ce silence, quelque chose persistait.
Une vibration sourde, infime, qui montait du sol jusque dans mes jambes. Comme si la terre palpitait encore, repue. Je me suis reculé, le cœur battant. Mes bottes s'enfonçaient dans la mousse humide. Mais je savais déjà qu'il était trop tard. Trop tard pour fuir, trop tard pour effacer ce que j'avais fait. Cette nuit-là, je ne suis pas allé dormir. J'ai erré dans la ferme, hanté par le souvenir de ses yeux implorants, par le bruit écœurant du marais qu'il avait avalé. J'aurais dû me sentir libre, vengé, délivré du poids d'un père tyrannique, mais je ne ressentais rien de tout cela. Seulement un vide. Et sous ce vide, une certitude glaciale. La terre m'avait vu. Elle m'avait accepté. Les jours suivants, la transformation a commencé. Les champs n'avaient jamais été aussi verts. Les veaux aussi vigoureux, les poules aussi fécondes, tout respirait une abondance presque monstrueuse. Et chaque fois que je posais les yeux sur ces récoltes, je savais pourquoi. Je savais ce qu'elles avaient coûté. Le soir, je surprenais mon reflet dans la vitre crasseuse de la cuisine. Mes traits s'étaient durcis. Mes épaules s'élargissaient. Mes mains s'endurcissaient. Et dans mes yeux, je voyais une lueur que je n'avais jamais connue. Une ombre. C'était ainsi que tout avait commencé pour lui jadis. Je le comprenais désormais. Et c'est cette compréhension qui me glaçait le plus. Un matin, je me suis réveillé avec l'impression d'entendre son rire. Pas le rire brisé de ses vieux jours, mais celui rauque et cruel, qui résonnait quand il me frappait. J'ai bondi du lit, le souffle court. Mais ce n'était qu'un souvenir. Ou plutôt, ce que la terre voulait me rappeler. Je le sentais. Elle m'appelait. Le marais, ce trou de chair et de sang. Il n'était plus seulement un souvenir. Il était une présence, une obsession. J'ai essayé de résister. J'ai essayé de me convaincre que je pouvais arrêter, que je pouvais briser la chaîne. Mais chaque fois que je passais près des champs, chaque fois que je voyais le blé si haut, le trèfle si dense, une pensée revenait. Et si tout se fanait à nouveau? Et alors? Ma main se mettait d'elle-même à chercher une corde. Un soir, alors que je ramenais une poule malade vers le marais, je me suis arrêté net. Le silence autour de moi était total. Pas un souffle de vent, pas un croassement, pas même le cri de l'animal dans ma main. Et là, je l'ai compris. Je n'étais plus seulement le fils de mon père, j'étais son héritier. Ce n'était pas une malédiction que l'on pouvait rejeter, c'était une dette inscrite dans la terre, dans le sang. En jetant la poule dans le marais, j'ai senti mes lèvres murmurer mal à moi. On fourrit la terre, et la terre nous nourrit. C'était sa phrase, ses mots. Et désormais, c'étaient les miens. Alors, je vous le dis, vous qui écoutez cette histoire, vous qui pensez que ce n'est qu'un récit comme les autres, faites attention. Parfois, ce qu'on fuit finit toujours par nous rattraper. Parfois, la terre elle-même vous choisit. Et quand à la fin, il est trop tard pour refuser. Si vous voulez découvrir d'autres histoires comme celle-ci, d'autres secrets qu'on ne devrait jamais révéler, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Nuit d'Horreur, car ce n'est pas la dernière fois que vous entendrez parler de ce genre de terre. Ce soir, je sens encore le sol respirer sous mes pieds. Et quand mes cauchemars me réveillent en sursaut, je sais qu'ils ne sont plus seulement des cauchemars. Ils sont des rappels. Des rappels que je ne suis plus seulement un fils. Je suis le gardien. Et désormais, le marais a ma voix, mes mains, mon sang. Les semaines ont passé. La ferme semblait prospérer comme jamais. Les récoltes gonflaient, les bêtes respiraient une vigueur nouvelle. Les voisins du village, ceux qui l'en restaient, parlaient de miracles. Certains disaient que la terre avait toujours été bénie ici. Moi, je souriais en silence, le goût amer du mensonge coincé dans ma gorge. Car je savais ce que ce miracle coûtait. Une nuit,
Alors que je sortais vérifier les clôtures, je me suis arrêté net. Le vent s'était levé, glissant à travers les arbres comme un murmure. Mais ce n'était pas un murmure. Non, c'était une voix. Une voix que je connaissais. Douce, apaisante. La sienne. Mon amour. Je me suis figé, la lampe à la main, le souffle coupé. Ce n'était pas possible. Ma mère, morte, dévorée, effacée depuis des années. Et pourtant, la voix semblait venir du marais. Mes jambes se sont avancées malgré moi, chaque pas aspiré par la mousse humide. Le sol sentait le fer, le sang séché, la chair. Et au bord du gouffre, j'ai entendu à nouveau, plus clair, plus fort. Pourquoi m'as-tu laissé ? Mon cœur s'est brisé. J'ai levé ma lampe et la lumière a révélé les replis palpitants, luisants de bave. Mais au milieu de cette horreur, entre les plis de chair, j'ai cru distinguer un éclat, une silhouette, ses cheveux, son ruban rouge, ses yeux, des yeux qui me fixaient. Je me suis effondré à genoux, incapable de respirer. Mon esprit hurlait que ce n'était qu'un piège, qu'un tour de la chose sous terre. Mais mon cœur voulait y croire. Maman! Le marais a palpité plus fort, la chair se contractant comme une bouche prête à parler. Et dans un souffle, j'ai entendu « Nourris-moi, et je resterai ». Je me suis relevé d'un bond, le visage trempé de larmes. Tout en moi savait que ce n'était pas elle, que ce n'était qu'une imitation, une voix volée, utilisée pour me piéger. Et pourtant, la tentation brûlait. Parce que si je continuais, si je donnais plus, peut-être qu'un jour, peut-être, je pourrais la revoir vraiment. Depuis cette nuit, chaque fois que je passe près du marais, j'entends son rire. Parfois c'est doux, presque maternel. Parfois c'est tordu, grotesque, résonnant comme un écho venu d'un autre monde. Mais je ne peux plus l'ignorer. Et je sais que bientôt, je devrais y retourner. Vous qui écoutez cette histoire, souvenez-vous, certains sols ne devraient jamais être labourés, certaines terres ne devraient jamais être habitées, car parfois, ce n'est pas vous qui possédez la terre, c'est elle qui vous possède. Si vous voulez continuer à explorer ces histoires interdites, à entendre des récits que personne n'oserait raconter à voix haute, abonnez-vous dès maintenant à Nuit d'horreur, car ce n'est qu'un début, et certaines vérités n'attendent qu'à être réveillées.